Donc aujourd'hui, on va parler du chapitre 8, on va faire quelques petites révisions sur le chapitre 8, répondre à certaines de vos questions, de vos questionnements profonds. Vas-y, Rayad, à toi la parole. Moi, j'avais une question par rapport à la Rayad, cavéoline. C'était, oui. t'as vu dans le cours, on nous disait que la cavéoline, elle nécessite la dynamine lorsqu'elle est bourgeonnée à partir de la membrane plasmique. Mais est-ce que c'est aussi le cas lorsque ça provient du Golgi, lorsque la vésicule est faite à partir du Golgi trans? Est-ce que c'est quoi la même chose? J'ai pas compris. Est-ce que c'est C'est-à-dire quoi? que est-ce que la cavéoline nécessite tout le temps la dynamine? Alors, non. Alors, quand on a une endocytose avec une vésicule de cavéoline, ok? Donc, effectivement, dans ce cas-là, et que dans ce cas-là, on a une dynamine qui intervient avec du GTP. Mais quand la cavéoline, elle provient, elle sort à partir du Golgi trans, il n'y a pas de dynamine, ce qui est faux, entre autres, pour la clatrine. Clatrine, il y aura de la dynamine, on aura besoin de la dynamine autant dans la membrane plasmique que dans la membrane d'enveloppe du TGN, donc du Golgi. OK? Donc effectivement, pour la cavéoline, pour répondre à la question, il n'y en a pas au niveau du TGN. Et on le voit d'ailleurs dans ce schéma. Voilà, dans ce schéma, enfin on ne le voit pas bien, mais ici dans ce schéma, on voit que cavéoline n'a pas de bréphédine A. Alors, ça, c'est la figure 33. Et vous allez à votre figure 18. Là, je n'y vais pas, mais vous allez dans votre figure 18 où vous verrez bien qu'il n'y a pas de cavéoline à ce niveau-là. Pas de dynamine au niveau de la cavéoline à ce niveau-là. Donc, voilà. Et bon, en revanche, on a la bréphédine A qui est présente au niveau de FAP et au niveau de la clatrine. OK? Et on a aussi la bréphédine A qui est au niveau ici de COP1. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais, c'est bon, merci. Ok. Question qu'est-ce que vous. Il y a quelqu'un qui aimerait voir quelque chose d'autre sur le chapitre 8? Non? Ok. Alors, moi, je propose, juste avant qu'on aille au chapitre 9, avant qu'on aille au chapitre 9, j'aimerais juste revoir avec vous bien ici ce schéma. On parle de quatomère. Faites attention. Au niveau des COP, on a deux COP, COP 1, COP 2. COP 2, ça part toujours du RE. COP 1, c'est surtout un flux de retour vers le RE. Okay, soit du Golgi vers le RE, soit du RGIC vers le RE. Et donc, mais de manière générale, que ce soit COP 1 et COP 2, le revêtement se fixe grâce à la protéine G, JEF, ok, excusez-moi, grâce à la protéine G ARF qui est activée par JEF. Donc, JEF est là pour activer la protéine GARF qui va se transformer en GTP, qui va par la suite faire en sorte de s'accrocher à la membrane d'enveloppe du, du compartiment donneur et qui va recruter, là pour le coup, le COP. Agglutination? Non. Bon, bref, il va y avoir les COP qui vont s'agglutiner tout autour de la protéine GARF qui fait partie entière du revêtement. Ici, faites attention, il n'y a pas de dynamine. Ok, faites attention. Tu te rappelles un peu, je sais pas, Juliette, je crois qu'elle est là. Juliette, tu te souviens que tu avais fait une faute la dernière fois, il me semble, hein, en écurie, qui avait la figure 9 du chapitre 7, où tu pensais qu'il y avait de la myosine, ok, de la myosine qui était dans la queue d'actine. Or, c'est à peu près la même erreur qu'on peut faire ici. Il y a toujours de la dynamine
lors du détachement de la vésicule. Ici, il n'y a pas de dynamine pour détacher la vésicule de quatomère. Ok. Donc là, ça se détache tout seul, entre guillemets. Et par contre, pour le déshabillage du revêtement de quatomère, là, on a besoin d'hydrolyser le GTP, d'utiliser donc GAP. GAP va permettre d'hydrolyser le GTP et va permettre le déshabillage de la vésicule. Attention, pour clatrine, c'est HSP 70 plus ATP pour le déshabillage. Ici, c'est GAP plus GTP, si vous voulez, puisque GAP va hydrolyser le GTP. Mais en tous les cas, la vésicule est déshabillée, que ce soit clatrine ou COP. Attention, cavéoline, il n'y a pas de déshabillage. OK? Et la bréphéline A, je finis sur ça. Donc, c'est de faire en sorte que l'IA a son rôle. Donc, on voit dans ce schéma, il y a 3 exceptions à la bréphéline A. OK? Il y a COP1 qui revient du 6 et du médian, COP1 à partir du RGIC et COP2 à partir du RE. Donc ça, c'est les 3 exceptions où la bréphéline A est inefficace. Pour le reste, elle est toujours efficace, sauf, je répète, dans la membrane plasmique où il n'y a pas de bréphéline A. OK? J'ai une question. Mm-hmm. Du coup, si dans un QCM, on me dit la Brefeldine A inhibe COP2, c'est vrai ou faux? Non mais Ryan, il n'y a jamais dans un QCM, on va dire la bréphéline A inhibe COP2. OK? C'est-à-dire qu'on va te montrer un schéma. À la limite, si on te montre ce schéma-là, on te met ici l'endroit où il y a COP2, OK? Et on te dit, à ce niveau-là, la bréphéline A est efficace, ça serait faux. Okay, c'est que comme ça, on ne va pas te dire comme ça, c'est pas un QCM, ça n'existe pas. OK? Le revêtement qui part du RGIC vers le Golgi, c'est COP2 ou pas? Non, 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 non. Non, non, non. Il n'y a pas tellement de noms. Je ne sais pas c'est quoi comme nom, mais COP2, c'est du RE vers le Golgi, mais les COP1, c'est toujours le flux de retour. Il y a pas je ne me sens pas qu'avoir vu de COP1 qui va du RE ou du RG vers le Golgi. COP1, c'est toujours un flux de retour. D'accord? Dan, Oui? j'avais une question pour la figure 34. Si je sais pas si tu peux revenir après quand tu as fini. C'était par rapport aux différents signaux d'adressage. Je voulais un peu que tu en dises deux, trois mots parce qu'en fait, je m'embrouille à chaque fois, genre savoir si c'est vers le Golgi, c'est quel signe d'adressage et pareil vers le R. D'accord, Merci. d'accord. C'est très simple. Regarde, dans ce schéma-là, quand il y a ce schéma, ça résume à peu près tout. OK? Ça résume à peu près tout. C'est-à-dire que dans ce schéma, on te dit quoi? On te dit, voilà, on a 2 types de protéines. Une protéine soluble ou une protéine transmembranaire. Donc, chaque fois que tu parles de signaux d'adressage à l'intérieur du système endomembranaire, bien sûr, hein, mais à partir du moment où on a un signe d'adressage, il faut savoir est-ce que je suis une protéine soluble ou une protéine transmembranaire, parce que ce n'est pas le même fonctionnement. Si je suis une protéine soluble, j'ai besoin de 2 conditions. Si je suis une protéine transmembranaire, j'ai besoin d'une seule condition. Est-ce que là, déjà, tout le monde me suit? Si je suis une protéine soluble de type, on va voir, on va prendre un exemple ici. Ici à gauche, la protéine à gauche, elle a un signal d'adressage, c'est KDEL. Ça peut être BIP ou PDI, puisqu'on est dans le RE, c'est une protéine soluble. Donc KDEL, ça veut dire tu vas vers le RE. Mais vous comprenez bien que, je répète, KDEL ne suffit pas pour qu'elle aille dans le RE. Elle a besoin de 2 conditions. Et la deuxième condition, c'est d'avoir un récepteur transmembranaire qui va après l'amener vers le RE. En revanche, cette protéine-là en question, qui est transmembranaire, elle a besoin qu'une seule condition. Et elle a le KKXX, qui est lui aussi un signal d'adressage au RE. Donc ce signal d'adressage au RE va lui permettre, à ce KKXX,
enfin à cette protéine, de retourner vers le RE sans besoin d'avoir une seconde condition. OK? Donc ça, c'est la règle de base qu'on a déjà expliquée. Maintenant, dans ce schéma-là, parce que tu m'as parlé, William, de ce schéma, effectivement, on a un espèce de cycle où on a d'abord, on va commencer par ici, on a la protéine avec KDEL. Je répète, il faut savoir toujours se positionner. Est-ce que c'est une protéine soluble ou transmembranaire? Là, on voit qu'elle est soluble, puisqu'elle a KDEL d'ailleurs. Et là, elle va aller vers le Golgi. Alors, encore une fois, K2L, c'est pour aller vers le RE. Donc là, c'est pas le fonctionnement entre le RE et Golgi, c'est pas le fonctionnement dont je vous parle. C'est juste qu'elle a besoin d'aller vers le RE. Elle a peut-être eu un autre signal d'adressage du Golgi, là on ne connaît pas trop, mais elle va vers le Golgi. Ça, c'est un état de fait. Elle va avec COP2, ok, vous le savez, puisque COP2, ça part du RE. Donc ça, attention, ne mettez pas COP1 à ce niveau-là. Par contre, le flux de retour, ça peut être COP1. D'accord? Et donc là, juste, je fais une parenthèse, ça serait une question intéressante. Le premier qui répond, il a gagné. Ici, si je vous dis, je vois la sacule en bas, là, le transport du Golgi vers le RE, avec la protéine, avec le récepteur ERD, je vous dis ici, la bréphédine A peut inhiber la formation du revêtement. C'est faux. C'est faux. C'est faux, parce que ça fait partie des 3 exceptions. OK? Très bien. Donc, et je répète encore, je reviens ici. La vésicule, elle va vers le Golgi. Grâce à qui? Dites-moi le cystosquelette. Tu peux répéter, s'il te plaît? J'ai pas entendu, ma perso. La vésicule, quand elle va du RE vers le Golgi, au début avec COP2, c'est par quel type de cytosquelette et quel type de map motrice? La dinéine avec le microtubule. Microtubule et donc la dinéine, du plus vers le moins. Très bien. Maintenant, quand la protéine elle est vers 6 médian, là, à ce moment-là, et que à ce moment-là, ok, vous allez avoir la protéine qui veut retourner vers le RE. Elle a une condition, c'est KDEL. Et elle a besoin d'une deuxième condition, c'est le récepteur ERD, qui lui-même a un signal d'adressage au RE, qui s'appelle KKXX. Lorsque la protéine qui a le KDEL a ces 2 conditions, elle peut être exportée avec microtubule et kinésine, okay, vers le RE, où le pH, faites attention à la différence de pH, il va être un peu plus élevé que dans le Golgi. OK? Donc là, on peut imaginer qu'il y a un COP numéro 1, pas de bréphédine A, les pH sont différents, ici c'est 6 médian, attention, c'est pas du tout le TGN. OK? Alors, il y a un schéma qu'on n'a peut-être pas forcément vu bien comme il faut. Alors, dans ce schéma-là, qui est déjà tombé d'ailleurs, on vous montre les 4 voies pour former, nourrir, entretenir un lysosome. Alors, ici, on vous montre quoi? On vous montre que la première voie classique, c'est celle que vous connaissez. Il y a une endocytose, ça se transforme en endosome, l'endosome va s'acidifier, il va se transformer en MVB, et ce MVB va encore s'acidifier pour se transformer en lysosome. Ça, c'est la voie, je veux dire, classique. OK? Deuxième possibilité, une phagocytose. Ben, la phagocytose, alors ici, la phagocytose dans le cas d'une cellule spécialisée de type macrophage, on va avoir la phagocytose de la bactérie ou de la partie de la cellule. Encore une fois, l'acidification de la vésicule pour se transformer en lysosome à pH égale 5. Deuxième possibilité pour rentrer. Vous voyez qu'il y a ces phagosomes. Ce phagosome, il peut être nourri aussi par d'autres vésicules. Okay, et faites attention aussi, c'est que la clatrine, il y a un déshabillage.
La cavéoline, il n'y a pas de déshabillage, mais les deux ont le point commun de finir en endosome. D'accord? Bon. Troisième possibilité, autophagie. Donc, les voiles hyaloplasmiques, je répète qu'ils proviennent de citernes, du TGN ou du RE. Mais ces voiles hyaloplasmiques, ils ont comme objectif, ok, de bouffer un organite, ok, de digérer la membrane interne ici de la vacuole, ok, et donc digestion du contenu et transformation en lysosome. Et quatrième possibilité, excusez-moi, on peut entrer directement dans le lysosome. Ici, par exemple, attendez, je crois qu'il y a un schéma qui me disait, voilà, ici, vous vous souvenez que quand on sort du protéasome, le peptide, il peut ressortir du protéasome si le pH n'est pas assez bon et peut être adressé directement, encore ubiquitinylé et partiellement hydrolysé, donc ça c'est figure 5 du chapitre 4, et il peut rentrer directement dans le lysosome via une perméase. La perméase, elle ne s'appelle pas LAMP2. Hein. LAMP2, je crois que c'est une protéine qui va aider. Marqueur à la membrane des lysosomes. Pardon? LAMP2, je crois que c'est un marqueur pour la membrane des lysosomes. Exactement, exactement. Et ici, on voit que HSE70 va permettre l'adressage de lysosome. Okay. Après, dans ce schéma, on voit que, par exemple, le LDL, vous le connaissez, il se transforme en cholestérol et il ressort par contre par des perméases. Vous voyez ici qu'il n'y a pas une déformation de la membrane à la sortie du lysosome. Voilà. Donc ici, c'était la quatrième voie, ok, de nourriture du lysosome, de l'entretien du lysosome. Ici, encore une fois, faites attention, l'entrée directe via des perméases est obtenue également grâce à HSP70, qui va aider l'histoire. Ok? Voilà. Normalement, c'est toutes les questions qu'on avait vues du chapitre 8. Ok? Vous avez d'autres questions? Donc pareil, hein, là, William, juste que tu revois bien. Ici, on a une protéine ici en bas, là, dans le Golgi trans TGN soluble, une enzyme soluble, qui est le mannose 6-phosphate. Est-ce que ça suffit pour partir? Non. Elle a besoin de la deuxième condition. La deuxième condition, c'est quoi? C'est ce récepteur membranaire. Okay, et le mannose 6-phosphate, c'est un signe d'adressage au lysosome. Lorsqu'il y a ces deux conditions, il va pouvoir être exporté via une vésicule recouverte de clatrine. Donc là, il y a de la dynamine. Okay, pour répondre à la question de Ryan, si ici il y avait de la cavéoline, il n'y aurait pas eu de dynamine. Donc le déshabillage, H70 plus ATP, et après on arrive au l'endosome, au lysosome, okay, pH égale 5, etc. Donc ça, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant. Et ça, c'est l'adressage correct. S'il peut y avoir un adressage incorrect en repassant par la membrane plasmique, exocytose, endocytose, vésicule de clatrine, dynamine, etc., etc. Juste à remarquer un truc intéressant ici, quelque chose qu'on voit que ici finalement, c'est que la vésicule de clatrine qu'on voit ici peut être trouvée dans un flux de retour. Parce que moi, je pense que on passe d'un endosome au Golgi. Bah ici, vous voyez qu'il y a de la clatrine. Or, ça me paraît être un flux de retour. Ok, donc, à part dans ce schéma-là, la clatrine, c'est toujours Golgi vers soit l'endosome, soit la membrane plasmique, en tout cas vers l'extérieur de la cellule. Ici, on voit que l'endosome, on revient dans le TGN, du plus au moins, disons. Ben là, on a de la clatrine. OK? Alors, j'arrête le partage. Neuf. Alors, ce que vous savez, c'est quand vous allez faire votre chapitre 9. C'est la semaine prochaine? Ouais, semaine pro, normalement, je pense. Alors, dans le chapitre 9, il y a beaucoup de choses qui servent un peu à rien, mais qu'il faudra lire. C'est-à-dire tout le début du cours. C'est intéressant de le lire, de le comprendre, mais pas forcément apprendre par cœur. C'est-à-dire, en gros,
vous allez avoir des choses. Alors, faites très attention dans le noyau à faire la différence entre donc, le noyau, le nucléoplasme. À l'intérieur, il y a le nucléole et le tour qui est l'enveloppe nucléaire. L'enveloppe nucléaire fait partie du système endomembranaire, le noyau il fait partie du non-système endomembranaire. Ok? Donc, il y a aussi cette notion qu'on retrouve. Le chromatine, c'est la partie de la chromatine active, celle où il y a beaucoup de transcription, de traduction, alors que l'hétérochromatine, c'est la partie de la chromatine non active. Donc il y a pas mal de vocabulaire dans ce sens-là. Après, la chromatine, elle a 46 chromosomes. C'est elle, enfin en tout cas chez l'homme. Il y a dans le nucléoplasme, il y a le nucléosquelette. Alors comment il s'appelle le nucléosquelette? Rappelez-moi. La lamine? Alors non, ouais, ça s'appelle la lamine. Plutôt, ça s'appelle là la lamina. Ok, la lamina, c'est la partie, on va le voir, sous-membranaire au niveau du nucléoplasme, au niveau de l'enveloppe nucléaire, qui va être riche en lamine B notamment, et qui va permettre enfin, qui va jouer le rôle de nucléosquelette. Voilà, donc il y a pas mal de vocabulaire. La matrice nucléaire, on le verra tout à l'heure. La matrice nucléaire, c'est l'endroit où va se fixer le chromosome lorsqu'il va s'accrocher grâce à ses mares. Ça vous dit quelque chose, les mares? Les matrix attachment regions, c'est des régions de l'ADN qui va s'accrocher à la matrice nucléaire lorsqu'il va avoir le FRT qui va se mettre sur lui. Donc voilà, hein, tout le début du cours, hein, il y a un peu de trucs un peu qui servent à rien. L'enveloppe nucléaire, voilà. Pour moi, le schéma qui commence, c'est à partir de la figure 6. Alors, ce qui est intéressant, à ce qu'on n'a pas vu tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez dans le schéma. Alors, si vous avez votre polycope, vous retournez au schéma du chapitre 8, où je parlais des 4 voies pour le lysosome. Je sais pas, je crois que c'est figure 23, enfin, je ne sais pas exactement. Dans cette figure-là où il y a le lysosome les 4 voies pour atterrir au lysosome, il y a marqué que pendant la mitose, il y a arrêt des endocytoses et des phagocytoses. Okay, vous le voyez ça? Vous vous souvenez de ça? Oui. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que dans le noyau, pendant la mitose, il y a une disparition de ce dernier. Alors, pendant la mitose, il y a beaucoup, beaucoup de phosphorylation. Ça, vous le retrouverez dans votre cours. Il y a beaucoup de phosphorylation, mais au cours de la mitose, l'enveloppe nucléaire elle va disparaître. OK? Pour que le fuseau mitotique puisse envahir un peu la cellule. OK? Donc ça, c'est intéressant que tout ce qui se passe pendant la mitose et puis le noyau va réapparaître. Je vais parler. On s'en fout. Ouais, c'est le genre de truc. Voilà, c'est bien de partir avec vous sur ça parce que au moins vous faites un peu le tri. Voilà, là aussi. Hein. Dan, ça bug beaucoup quand en fait tu fais Bon, le ça, c'est partage le de truc qui tombe connexion. jamais. Hein. Allô? Alors, je sais pas si vous souvenez. Oui, oui. Oui, c'est juste pour te Oui, dire que allô? en fait, quand tu changes les pages avec le partage de connexion, on t'entend plus pendant genre 30 secondes. Donc il y a moyen que tu dis des choses ou tu nous poses des questions et on n'entend pas. Enfin, Ah, d'accord. Bon, excusez-moi. Bon. Donc ici, on voit, là, et là, ça commence à être un peu intéressant. On parle ici des histones. Alors, les histones, c'est elles qui vont permettre à l'ADN d'être compacté. OK? C'est-à-dire que en fonction de l'assemblage
de la fibre nucléosomique aux histones, elle est plus ou moins compactée. Et ça, c'est un enjeu très important. Parce qu'une histone, l'ADN, s'il est très compacté, ben, l'ARN polymérase, il ne peut pas être actif. Et là, on est en termes d'hétérochromatine. Mais si les histones, eux, elles sont pas tellement, elles ne compactent pas trop l'ADN. À ce moment-là et que à ce moment-là, on a l'ADN qui est actif. Et donc là, c'est l'euchromatine. Donc l'histone, elle est chargée positivement. Ok, ça on verra pourquoi. Et elle se regroupe en octamères. Il y a le H1 qui est celui qui permet l'agrégation des nucléosomes. Ok, et en fait, quand l'ADN se fixe à l'octamère, ok, il va former un ADN qui va être non actif, ok, qu'on appelle solénoïde. Donc solénoïde, vous voyez la tronche qu'il a, c'est vraiment où l'ADN il n'est pas du tout actif. Alors, donnez-moi un exemple dans la phase dans le cycle cellulaire où l'ADN il est en solénoïde. Dans la mitose, exactement. Pendant la mitose, l'ADN il est non actif, il est en mode solénoïde. Ok. Alors que l'ADN, quand il est en chapelet de perles, ok, chapelet de perles, c'est le terme générique, alors l'ADN, il est actif, il est en euchromatine, et là, l'ARN polymérase peut se fixer à ce niveau-là. Ok, donc retenez bien l'octamère d'histone. Voilà, solénoïde, ça on s'en fout. Voilà, ça aussi. Alors, là, vous m'entendez là? Ouais, ça va. Voilà. Voilà. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a deux chromosomes. Un chromosome normal, disons, et un chromosome acrocentrique. Alors, vous vous souvenez que c'est au niveau de la constriction secondaire du chromosome acrocentrique qu'on retrouve le nucléole. Okay, le nucléole, l'organisation du nucléole se retrouve à ce niveau-là. Donc, au niveau, je répète, de la constriction secondaire, okay, du chromosome acrocentrique. Et ça, vous avez, alors, si vous avez votre truc, hein, je ne sens pas d'y aller, mais si vous êtes dans votre schéma, chapitre 9, vous avez, je crois que c'est figure 20. Allez à votre figure 20, s'il vous plaît. Donc, dans votre figure 20, vous constatez que, c'est ce que je viens de dire à l'instant, la construction secondaire du chromosome acrocentrique, à l'intérieur, il y a l'organisation du nucléole. Et donc, dans ce nucléole, ok, qu'est-ce qu'on va avoir? Il y a tout la fabrication des ARNR, ok, sauf l'ARN 5S qui lui provient du nucléoplasme. Ok, mais c'est un peu ça. Et donc, dans cette constriction secondaire, on va avoir présence de quoi? De l'ARN polymérase numéro 1. D'accord? Voilà. Mais après, voilà, hein, ça ne sert que à ça. Le reste, ne vous embrouillez pas. Voilà, tout ça, c'est pas. Franchement, ça en plus en cours d'ADN, vous êtes censé le maîtriser, télomère. Voilà. Attendez, 2 secondes. Désolé. 2 secondes. Voilà. Alors, ce schéma est très important. Donc, dans ce schéma, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'enveloppe nucléaire, elle est
exactement de la même manière, ok, que, le RE. C'est-à-dire, on a le BIP, on a PDI, on peut avoir calnexine, vous les voyez sur le schéma, des chaperons solubles au membranaire. On a également le calcium, on a la calcium ATPase, je répète, qui va dans le sens contraire du gradient de concentration. On a euh, le translocon, ok, avec son ribosome. Et donc, on a aussi, et là c'est l'exception, on a le récepteur IP3. Ok, donc véritablement, voilà, j'ai fait une introduction au chapitre 9, mais là, véritablement, là, à partir de là, il y a des choses hyper importantes. Donc, le récepteur IP3, sa particularité, c'est qu'il n'est pas au niveau cytosolique, mais il est au niveau nucléoplasmique. Vous voyez la différence? C'est que le récepteur IP3, il est vraiment au niveau nucléoplasmique. Et donc, quand l'IP3 va venir chez lui, il va vraiment faire en sorte de faire sortir le calcium de l'enveloppe nucléaire vers le nucléoplasme. OK? Et donc, finalement, ici, on a quoi aussi? On a le lien entre l'enveloppe nucléaire et le microfilament d'actine, microtubule, filament intermédiaire du côté cytoplasmique. Donc, je répète que l'enveloppe nucléaire peut avoir un lien avec tous ces trois cytosquelettes dans le nucléoplasme, dans le cytoplasme. En revanche, il peut avoir un lien au niveau du nucléoplasme qu'avec les microfilaments d'actine. On va le voir tout à l'heure. Mais alors ça, vous le voyez aussi dans votre chapitre 7, dans les tableaux, entre microfilaments d'actine, microtubules et filaments intermédiaires, les liens qu'il y a entre l'enveloppe nucléaire, avec les spectrines, tout ça, l'enveloppe nucléaire et nucléoplasme. Donc ça, vous verrez bien, je crois que c'était la spectrine. Ouais, je crois que c'était la spectrine. Et là, ici, vous voyez la lamina, qui est donc riche en lamine B, A et C. Et donc voilà. Ici, vous voyez l'ADN aussi, avec les histones, qui est chargé positivement, et l'ADN plutôt négativement. Faites attention, vous pouvez le noter, hein, mais ça, c'est dans votre cours, c'est que l'acétylation des histones, quand on rajoute un groupement acétyl aux histones, ça va permettre la décondensation de l'ADN. En revanche, la méthylation de l'ADN va permettre la condensation de l'ADN. Ok, donc faites attention ici, toute la face nucléoplasmique, la face cytoplasmique, donc l'IP3 est face nucléoplasmique, etc., etc. Alors vous regarderez un peu les pores nucléaires. Je ne vais pas m'attarder de ça aujourd'hui. Je vais vous envoyer le cours que j'ai fait au terminal en juillet sur le chapitre 9. Comme ça, vous verrez bien. Je me semble avoir un peu détaillé ces notions-là. Mais ce qui est très important, c'est que le port nucléaire, il est fait en gros de 8 anneaux. Des anneaux ici latéraux et des anneaux centraux, 4 anneaux cytosoliques, le transporteur central et des petits anneaux nucléoplasmiques. Ce qui est intéressant, c'est que quand on va passer sur la partie latérale des ports nucléaires, ok, c'est quand on est inférieur à 40 kDa. Mais quand on passe par le transporteur central, ok, c'est là, à ce moment-là, qu'on pèse plus que 40 kDa. Et là, c'est là où on a RAN, c'est là où on a l'importine, alpha, bêta, etc. Ok, donc, je répète ici, dans ce schéma, on constate qu'au niveau des anneaux, soit il y a des anneaux qui sont plutôt cytosoliques, ceux qui sont au milieu, où il y a des protéines qui peuvent être eau-glycosylées, soit on a des protéines qui sont à l'intérieur, qui sont en rapport avec l'enveloppe nucléaire, qui sont N-glycosylées. Okay, faites attention, quand on est à l'intérieur de l'enveloppe nucléaire, ça va être N-glycosylé, et quand on est à l'extérieur, c'est une protéine complètement cytosolique,
Ok, attention, complètement cytosolique, puisqu'elle appartient au cytosol, au nucléoplasme ou au cytoplasme. Et là, c'est des protéines qui sont oglycosylées. Alors, c'est sur ce point-là qui est important. Alors, on va le revoir. Non. Alors, ça, vous le verrez en même temps, mais c'est juste ce schéma que je voulais voir avec vous. Donc, on est une protéine importée, on a un NLS. Je finirai sur ça. Le NLS, il a deux importines qui vont revenir à lui. Importine alpha, importine bêta. Point. On a un trimère protéine avec le NLS, alpha et bêta. Le complexe d'importation ne fait que de ça. Il n'y a pas RAN à ce moment-là. Donc là, à ce moment-là, on a transporteur central. On passe par le transporteur central puisqu'on venait plus que 40 kDalton. Et là, on dégage l'importine bêta et l'importine alpha aussi va dégager. Ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qui va permettre le détachement? C'est RAN plus GTP, qui se retrouve au niveau du nucléoplasme. C'est pour ça qu'on dit, et vous le verrez dans votre schéma, que RAN intervient dans l'importation à la fin, mais il ne fait pas partie du trimère. Puis, alors quand vous avez compris ça, après c'est facile, vous avez tout compris. Puis bêta, l'importine bêta va retourner grâce à RAN GTP au niveau du cytoplasme et va jouer son rôle. Et l'importine alpha va, grâce à une exportine et RAN, donc ça aussi c'est un trimère, va revenir dans le cytosol pour jouer son rôle. Donc je répète, l'importine alpha, elle a besoin de l'exportine plus la protéine G, Jeff, la protéine G RAN, excusez-moi, et l'importine bêta a besoin que de RAN plus GTP. Faites attention, l'exportine, quand elle revient dans le nucléoplasme, elle a besoin de RAN GDP par contre. Donc, l'importation de l'exportine dans le nucléoplasme fait intervenir RAN plus GDP. Alors que le complexe d'importation avec la protéine avec le NLS, non. Okay, donc ça, vous voyez tous, il faut bien que vous voyez ça avec ce schéma-là. Quand on rentre, on a besoin de RAN plus GDP. Quand on sort, on a besoin de RAN plus GTP. RAN-GEF va être très important dans le nucléoplasme, donc, et RAN-GAP va être très importante dans le cytoplasme. OK? Voilà. Donc, vous voyez, je veux bien que vous regardiez tout ça. C'est très important, toute cette partie-là, avec RAN, avec les canaux centraux et latéraux. OK? Donc, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous envoyer le chapitre 9 que j'avais enregistré. Comme ça, vous le voyez en amont. C'est très bien de le voir avant que vous voyez le cours. OK?